bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans le grand débat, nous reviendrons bien sûr sur la mobilisation du jour contre la réforme des retraites. Des milliers de personnes dans la rue. 350 000 selon la CGT à Paris, 76 000 selon le ministère de l'Intérieur, 615 000 sur l'ensemble du pays, toujours selon le ministère de l'Intérieur. En tout cas, beaucoup de détermination dans les cortèges. Mais de la détermination, il y en avait aussi chez le Premier ministre. Elle est même totale, nous dit Édouard Philippe. Mais alors, les lignes peuvent-elles bouger? Va-t-on vers un passage en force? On va prendre le temps de se poser toutes ces questions ce soir. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant l'émission, nous irons également en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Steve Jourdain. Oui, sur quel point de la réforme des retraites l'exécutif doit ou non céder? On sera avec François Patria de La République En Marche dans un instant. Merci Steve, à tout à l'heure. Nous irons aussi dans l'hémicycle avec vous, Quentin Calmet. Voilà, je suis pour vous l'examen de la proposition de loi devenue d'une députée, Laetitia Avard, qui vise à mieux réguler les contenus en ligne. À tout à l'heure, mais d'abord notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Thierry Fabre et Nicolas Framont. On va revenir sur le fond de la réforme et sur les points qui bloquent. Il y en a un en particulier, c'est l'âge d'équilibre, c'est la ligne rouge de la CFDT. Pourquoi? Est-ce une manière détournée de repousser l'âge de départ à la retraite? Quoi d'autre pour assurer l'équilibre financier? On va ouvrir le débat après les premières explications de Sandra Cerquera. Reprendre les négociations, la CFDT y est favorable, mais à certaines conditions. Laurent Berger propose une hausse des cotisations pour éviter l'âge pivot à 64 ans, que le gouvernement souhaite introduire dès 2022. C'est clair que la promesse d'un régime universel s'est renvoyée à plus tard, 2035. La réforme comptable qui demande aux travailleurs de travailler beaucoup plus longtemps, elle est dès 2022. C'est ça la réalité. Le gouvernement se dit prêt à discuter de tout pour parvenir à équilibrer le régime des retraites, mais refuse d'entendre parler d'une augmentation des cotisations. Donc ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que nous on a une proposition pour arriver à l'équilibre financier. C'est de travailler un peu plus longtemps. Voilà. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas baisser les pensions. Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations? Nous ne sommes pas favorables à ça. Une augmentation de cotisations, c'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés ou plus de charges pour les patrons, ça tuerait l'économie. Pour le sénateur Jean-Marie Van Leeuwenberg, la seule façon de trouver une porte de sortie, c'est de laisser les partenaires sociaux trouver l'équilibre financier, sans parler d'âge pivot. Pourquoi effectivement dicter au patronat et aux syndicats la mesure qu'ils doivent prendre? On n'a pas à dicter les règles pour arriver à l'équilibre. Voilà. Mais selon cet expert en dialogue social, il ne suffit pas de se mettre d'accord avec un seul syndicat. Il faut aussi prendre en compte les grévistes les plus remontés. Je pense que le gouvernement va pas mal céder sur la RATP et la SNCF parce que ce sont les foyers qui aujourd'hui paralysent la circulation. Il ne cédera jamais sur la réforme totale. Emmanuel Macron est trop engagé, mais on peut céder sur la pénibilité, même sur les tranches d'âge auxquelles on l'applique. Il y a des moyens de céder. Demain, organisations syndicales et patronales doivent se retrouver pour des réunions de travail à Matignon, avec un impératif pour le gouvernement, renouer le dialogue pour obtenir une trêve pendant les fêtes. Avec nous pour le match des idées, je vous le disais, Thierry Fabre, bienvenue, rédacteur en chef à Challenge. Nicolas Framont, bienvenue à vous. Vous êtes co-rédacteur en chef du magazine Politique en ligne Frustration, sociologue du travail et auteur de ce livre, Les candidats du système, sociologie du conflit d'intérêts en politique. Merci à tous les deux d'être ici. Quand on entend la détermination des syndicats et celle d'Édouard Philippe, on se dit que chacun fait pression avant les discussions qui reprennent demain, et c'est le jeu, disons. Mais on se demande sur quoi ça peut bouger et sur quoi ça doit bouger, Thierry Fabre. Ce qui paraît évident, c'est que ce chiffon rouge, cette ligne rouge des 64 ans, cet âge pivot, donc décidé par le Premier ministre et qui a fâché la CFDT, ça va être le point de discussion. Parce que si on a du mal à comprendre pourquoi le gouvernement s'est mis dans cette nasse, avec il a un peu tout le monde contre lui, y compris ses partisans, ses experts, les économistes qui lui ont dit ne faites pas cet âge pivot parce que ça va polluer la réforme, faites donc cette réforme systémique et on peut voir plus tard, s'il n'y a pas urgence. Alors pourquoi ils y sont allés d'après vous? Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs interprétations. Il y a un côté un peu matamor d'Édouard Philippe, qui, je pense qu'il se prend un peu pour Pierre Mendès France en ce moment, d'ailleurs, il l'a cité dans son discours, pour dire on ne peut pas faire juste cette réforme systémique, il faut aussi garantir l'équilibre, et donc je dis la vérité et je vais jusqu'au bout. Et un petit clin d'œil à l'électorat de droite au passage? Totalement. C'est-à-dire qu'en plus, effectivement, on a vu la droite un petit peu reprendre du poil de la bête en disant oui, ils vont reculer face à la réforme. C'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont fait une réforme beaucoup plus radicale en faisant aussi, en imposant des mesures d'économie. Donc, mais
Ce côté un peu jusqu'au boutiste est effectivement dangereux parce que le gouvernement est tout seul et que ses alliés réformistes sont très, très embêtés. Donc s'il y a recul ou s'il y a négociation, c'est évidemment autour de cet âge pivot et sur la façon de prévoir des mesures d'économie. On sait qu'on n'est pas absolument pressé. Il y a plein d'experts qui proposent d'autres mesures, jouer sur la durée de cotisation progressivement. Et donc je pense qu'il va falloir trouver une façon de sortir pour remettre CFDT et UNSA dans le jeu. Voilà, mais il y aura beaucoup d'affichage, mais en tout cas, c'est là-dessus que ça va se jouer, puisqu'évidemment, pour côté gouvernement, il est absolument hors de question de retirer la réforme. D'autant plus, Nicolas Framont, qu'il y a ce soupçon de la part de la CFDT d'avoir voulu finalement repousser l'âge de départ à la retraite de manière détournée. Oui, c'est ce qui se passe. On a appelé ça très pudiquement l'âge pivot, mais si vous voulez, partir avant cet âge pivot, quand déjà tout le monde aura des retraites plus faibles avec le système par points, c'est évidemment pousser les gens à travailler jusqu'à 64 ans et au-delà, sachant qu'ils ne le pourront pas, parce que déjà, avec l'allongement de la durée de cotisation en 2010, on se rend compte que voilà, quand vous êtes senior, vous avez des chances énormes d'être au chômage, donc finalement d'être au chômage jusqu'à ce que vous puissiez développer vos droits à la retraite. C'est aussi s'exposer à des arrêts maladie plus fréquents. On voit que les arrêts maladie ont explosé depuis 2010 parce que vous avez des gens qui, parfois, sont à bout de souffle au travail. Donc, il y a eu ce truc de l'âge pivot qui a été mis en avant. Il y a toute une dramaturgie avec la CFDT pour mettre en place l'âge pivot qui sera sans doute retiré. Et ça va être, on va dire, le cadeau qui sera offert pour pouvoir opposer ce qu'on appelle les syndicats réformistes et modérés et rationnels et les autres qui seront taxés d'extrémistes voulant empêcher Noël, si vous voulez. Donc, il y a une sorte de mise en scène autour de cet âge pivot, mais de toute façon, âge pivot ou pas, la réforme par système, par point, c'est la baisse des pensions pour tout le monde et l'obligation de devoir travailler plus longtemps pour pas être complètement ruiné à la retraite. Et j'ajouterai un autre point, au-delà de ces points techniques, au-delà de l'âge pivot, au-delà même de la réforme, je dis réforme entre guillemets, parce qu'une réforme, c'est nécessairement une amélioration, si vous regardez la définition, vous avez une crise politique et systémique qui a commencé il y a plusieurs années. On a quand même 1 an de mouvement des Gilets jaunes. Donc ce qui se joue là, c'est pas seulement un bras de fer technique autour d'un âge pivot, pas âge pivot, comment on fait, par qui, comment. Vous voyez ? Le grand paradoxe, c'est quand je vous entends, c'est que vous critiquez cette réforme en disant que tout le monde va y perdre. Ce qui, selon beaucoup d'experts, est totalement faux. C'est-à-dire que cette réforme, le paradoxe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, cette réforme est polluée, alors que sur le fond, quand on regarde ce qu'elle apporte, il y a beaucoup d'avancées sociales. C'est une réforme qui peut être étiquetée de gauche. Vous savez qui l'a défendue il y a 10 ans ? Thomas Piketty. Il a écrit un livre pour théoriser, donc l'économiste grand pourfendeur des inégalités, en disant que le système universel était le système le plus juste. Alors aujourd'hui, il est un peu gêné vis-à-vis de la réforme, en disant qu'il faudrait que ce soit encore plus social. Il est même révolté. Non, oui, il s'insurge contre cette réforme. Oui, d'accord. Mais écoutez, son livre, il existe. Je peux vous le ressortir. En 2008, il vantait les mérites du système universel. Donc, il ne faut pas dire aujourd'hui que le système universel, ça appauvrit tout le monde. Il y a 10 ans, c'était un bon système. Donc, simplement, je finis ça. Oui. Ce système, quand on regarde dans le détail, il y a certaines catégories qui peuvent en profiter. Les bas salaires, clairement, avec ce minimum de 1 000 euros. Les femmes, même s'il y a certaines situations qui posent problème. Des catégories comme les agriculteurs. Donc, il y a des avancées, clairement. Mais effectivement, avec cette histoire d'âge pivot, il y a un risque qui pèse sur l'ensemble. C'est-à-dire, on se dit, ils vont faire des économies, donc ça risque de rogner les retraites générales. Mais au sein, il y a une redistribution tout de même qui se fait au sein des catégories, avec les hauts salaires qui vont y perdre et les 50% de revenus les plus faibles qui devraient y gagner. Nicolas Framont, je vous donne la parole dans un instant, mais toujours sur cette question de l'âge pivot. Il se trouve que Damien Abad, ce matin sur notre plateau, nous dit le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne l'a pas annoncé pendant sa campagne et c'est même peut-être son péché originel. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir juste après. Bien sûr. Il est enfermé dans sa promesse présidentielle, qui était celle de ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, qui était une promesse intenable. Et que donc, forcément, aujourd'hui, il y a un certain nombre de ses électeurs qui disent « Mais attendez, on a voté pour un président de la République qui ne voulait pas modifier cet âge de retraite et qui ne voulait pas réformer les retraites. » Donc forcément, ça crée des difficultés dans le dialogue. C'est une promesse intenable, on le sait très bien. Enfermé dans une promesse intenable, Nicolas Framont. Oui, effectivement, il ne l'avait pas annoncé. On oublie aussi de dire que l'élection de Macron s'est faite dans un contexte particulier. Tout le monde a oublié à l'époque qu'il a gagné au second tour contre Marine Le Pen avec un score qui était plus bas que celui de Jacques Chirac. Et il se comporte comme s'il avait eu un adoubement démocratique extrêmement fort. Il a fait passer un certain nombre de très gros changements de notre modèle social et de très grosses régressions à mon sens. Et celle-ci en fait partie. Et quelque part grisée par son succès, puisque jusqu'à présent,
il a réussi à être dans un rapport de force remporté face à la population, il pense essayer d'aller plus loin. Et moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir réussi à contenir en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes, même si c'est un mouvement qui ne s'est pas éteint, eh ben, il a voulu aller plus loin dans ce qui est en fait une guerre de classe, c'est-à-dire faire en sorte que, quelque part, les marchés financiers, les différents grands fonds d'investissement, tous ceux qui veulent profiter de l'extension de l'épargne retraite que ce genre de réforme entraînera, puissent en profiter encore plus. Et quelque part, son appétit a grandi, l'appétit de ses soutiens également. Et donc, quelque part, cet âge pivot, c'est la cerise sur le gâteau. Mais encore une fois, avec un système par points, et je suis en désaccord avec vous, on est obligé de travailler plus longtemps. Parce que quand on prend en compte toute sa carrière plutôt que les 25 meilleures années, évidemment que vu à quel point le marché du travail est assuré actuellement, eh bien, tout le monde va y perdre. Et ça, personne n'arrive à nous expliquer pourquoi ce ne sera pas le cas. Pourquoi en prenant toute sa carrière, y compris les périodes non travaillées, on va quand même gagner plus. On n'a toujours pas compris. Muriel Pénicaud a tenté de nous expliquer, on n'a pas compris. Édouard Philippe tente régulièrement de nous expliquer, on ne comprend pas, parce qu'il n'y a rien à comprendre. De toute façon, excusez-moi, mais c'est une baisse des pensions. Alors, donc, si vous regardez en détail les études, il faut se plonger dans les études techniques, notamment celles de l'Institut des politiques publiques. On voit bien que si on prend les 45 années plutôt que les 25 dernières, après on se dit ça va baisser. Sauf que certes, pour les catégories qui ont des carrières linéaires, que vous preniez les 45 dernières années de travail ou les 25, ça ne change rien. D'accord, mais cette réforme, elle est censée être faite pour ceux qui, justement, ont des carrières assurées. C'est ce que dit le gouvernement. Oui, non, sauf que ceux qui, si vous voulez, ceux qui ont eu un salaire, le même salaire toute leur carrière, hypothèse, ben évidemment, ils ne vont pas perdre avec cette réforme. Puisque oui, mais ceux qui vont pas faite pour eux, cette réforme. Ceux qui vont perdre, c'est ceux qui ont une augmentation de salaire en fin de carrière, dans les 20 meilleures années. Et donc là, ça peut avoir un impact. Et il y a deuxièmement, la redistribution sur les bas salaires. La retraite minimale à 1 000 €. C'est un avantage qui n'existait pas. Donc, si vous voulez, quand certains font des études techniques qui montrent que les bas salaires devraient plutôt en bénéficier. Donc, il faut arrêter de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ce qui est insupportable, c'est de dire cette réforme à point, elle est mauvaise, alors que des gens de gauche la défendent parce que sur le principe, elle est plus équitable. On va avancer un tout petit peu. Mercredi dernier, lorsque Laurent Berger a dénoncé la ligne rouge de l'âge pivot, tous les membres du gouvernement ont fait circuler un message destiné aux syndicats. Si vous avez une meilleure solution pour assurer l'équilibre, eh ben faites-nous des propositions. La preuve en images, c'est une compilation signée Cécile Even. Nous proposons l'âge pivot, 64 ans, avec un système de bonus et de malus. Vous partez avant, vous avez un malus. Vous partez après, vous avez un bonus et vous touchez plus de retraite. Est-ce qu'il y a de meilleures solutions? Peut-être, mais venons en discuter. Nous avons aussi indiqué que si les partenaires sociaux trouvaient un meilleur chemin pour atteindre un système qui soit équilibré, non pas en 2025 comme nous le souhaitions initialement, mais en 2027, en prenant plus de temps, nous prendrions évidemment la solution qu'ils pourraient proposer. Laurent Berger a échangé avec Édouard Philippe, a formulé des propositions concrètes et a fait en sorte que nous puissions trouver une voie de compromis. Eh bien, il les a pris au mot, Laurent Berger. Il a fait une proposition, c'est à lire dans le journal La Croix ce matin. Et voilà ce qu'il nous dit. Il y a d'autres solutions de court terme, une hausse des cotisations par exemple. Pourquoi est-ce tabou d'en parler alors qu'il paraît tellement évident de demander à ceux qui ont rempli leur contrat de travailler plus longtemps? Idée rejetée d'emblée quelques minutes plus tard par l'exécutif. Donc ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que nous, on a une proposition pour arriver à l'équilibre financier. C'est de travailler un peu plus longtemps. Voilà. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas baisser les pensions. Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations? Nous ne sommes pas favorables à ça. Une augmentation de cotisations, c'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés ou plus de charges pour les patrons, ça tuerait l'économie. Thierry Fabre, on demande aux syndicats de faire des propositions, ils en font, mais c'est non tout de suite. Alors oui, parce que cette proposition, elle est clivante, effectivement. Elles ont l'air de toutes l'être. Oui, non, enfin peut-être pas toutes. Je pense qu'ils peuvent se mettre d'accord sur des durées de cotisation, par exemple, revenir à la proposition de Laurent Berger. Ça, je pense que ça peut être négocié. Les cotisations, c'est vrai qu'il y a un clivage. Pourquoi? Parce que côté macroniste, on considère que augmenter les cotisations, c'est pénaliser l'emploi. Et là-dessus, les études économistes vont dans leur sens. C'est-à-dire qu'elles montrent que dans les taxes, les cotisations sociales qui sont assises sur le travail, sur les salaires, donc ça pénalise le plus l'emploi. En plus, on les a baissés récemment, donc ce serait prendre le chemin inverse. À mon avis, donc la voie ne sera pas explorée. Et ça dit autre chose, cette proposition de Laurent Berger. Ça dit qu'il commence à lui aussi chercher des solutions et qu'il admet qu'il faut rétablir l'équilibre et il commence à faire du paramétrique, quoi. Sur le fond, Laurent Berger, quand on voit comment ils ont géré l'Agir-Clarco, puisque c'est une retraite complémentaire gérée par les syndicats, il sait que parfois, il faut faire des sacrifices. Donc il a un côté réaliste, il fait qu'il
il voit bien qu'il y a un ratio démographique qui se dégrade. Et donc, il est très pragmatique. En revanche, ce qu'il n'a pas accepté, c'est le côté un peu vertical de Philippe et de Macron, de dire ce sera comme ça, ce sera 64 ans, on vous permet de négocier, mais le point d'arrivée, il est fixé. Ça, c'est évidemment insupportable. C'est une démocratie sociale à la française. Quand on voit ce que font les Nordiques, il n'y a jamais quelque chose comme ça pourrait se passer au Danemark ou en Suède, où là, le pouvoir leur dit aux syndicats, allez-y, négociez et trouvez une solution. Nicolas Framont. Alors, sur l'équilibre financier, il y a deux choses importantes. D'abord, il faut déconstruire un peu cette idée qu'on a un impératif financier qui nous inviterait à trouver absolument une solution, vite, urgemment, etc. C'est pas vrai. Il faut revenir aux chiffres. Le budget de la sécurité sociale, c'est 440 milliards d'euros par an. Donc c'est plus que le budget de l'État. Le déficit, c'est 5,4 milliards. Donc si on le rapporte, si vous voulez, à votre budget, vous gagnez 2 000 euros. C'est comme si vous aviez un découvert de 20 euros. Et en plus, on va dire que la solidité financière de la sécurité sociale est bien plus grande que celle d'un ménage français qui aurait un découvert de 20 euros. Donc déjà, revenons là-dessus. Et il y a eu toute cette exagération qui a été faite. Ensuite, d'où vient ce déséquilibre ? Le gouvernement l'a lui-même provoqué. Alors, il y a eu les mesures gilets jaunes qui n'ont pas été compensées. Donc, par exemple, l'exonération de cotisation des heures supplémentaires, ça a été une perte sèche pour la sécurité sociale. Donc, venir ensuite déplorer le déséquilibre, c'est quand même vraiment avoir voulu saboter soi-même ce qu'on essaie de réparer ensuite en prenant sur les acquis des uns et des autres. Et puis, il y a aussi la baisse de l'emploi public. L'emploi public, l'État employeur cotise plus de cotisations patronales qu'un employeur privé. D'accord, mais sur la proposition. Mais sur la proposition, alors une fois qu'on a dit ça, si effectivement on veut travailler sur l'équilibre financier, ce qui par exemple est mon cas, moi je pense qu'il faut revenir à la retraite à 60 ans, qu'il y a des gens qu'il faut faire partir plus tôt à la retraite, plus qu'actuellement, parce qu'il y a des métiers pénibles qui ne sont pas pris en compte. Du coup, effectivement, il nous faut de l'argent. Alors là, il y a des choses à regarder du côté de l'équilibre entre le capital et le travail. Actuellement, un salarié français, selon diverses études, travaille en moyenne 45 jours par an pour la rémunération des dividendes des actionnaires, soit 9 semaines. C'était 10 jours en 81. Je pense qu'il y aurait quelque chose à rééquilibrer là-dessus et que du coup, l'augmentation des cotisations patronales ne serait pas une absurdité économique. Je pense que ça rétablirait un petit peu d'équilibre pour permettre aux gens de partir à la retraite plus tôt. Et dans ces cas-là, si on est sur du positif, effectivement, on peut se poser la question où récupère l'argent et il y en a. Je suis d'accord sur la première partie de votre intervention. Mais pas la deuxième, on s'en doutait. Tout à fait, parce que là, vous avez raison il n'y a pas d'urgence financière à court terme. Donc c'est pas la peine de nous faire ce numéro de l'âge pivot. De la voix, il disait lui-même. Ça n'a pas beaucoup de sens parce que effectivement c'est du long terme, donc on peut se caler sur les prochaines années pour essayer de rectifier le tir par différents moyens. En revanche, dire bon écoutez, pas de problème, revenons à la retraite à 60 ans. Non mais c'est facile à dire, mais pourquoi tous ceux qui nous entourent, qu'ils soient de droite, de gauche, sociodémocrates, libéraux, à l'étranger sont à 65 ans? C'est pas par plaisir. On voit bien que le ratio démographique, il est très défavorable. Et la taxation du capital, magique, évidemment. Vous voyez bien autour de nous, pourquoi est-ce qu'ils ne taxent pas plus le capital? Ce sont des choix de société. Mais dire en France... On dépense des milliards pour revenir à 60 ans et on taxe le capital, on sait très bien les effets que ça provoque. Quels effets alors? Dites-le-nous, puisque ça a l'air d'être simple. Un exil des entreprises qui iront à côté dans l'Union européenne, où évidemment ils seront moins taxés et où les budgets ne seront pas en déficit et donc ça inspirera plus confiance. Donc ça tuerait notre donc ça veut dire, ça c'est du rêve. En revanche, le côté financier à court terme, ça je suis d'accord. Un point important, quand on dit Emmanuel Macron n'a pas le droit finalement de faire sa réforme parce qu'il a été mal élu. Écoutez, il a été peut-être moins bien élu que d'autres, mais il a été élu, il avait un programme, et la différence avec d'autres, c'est que le programme, il le met en œuvre. Et ça, pour la démocratie, c'est relativement sain. Quand François Hollande avait dit « je taxe la finance », oui, mais l'âge pivot, ça n'était pas dans la campagne. C'est tout l'argument justement, de c'est pour ça que les critiques sont justifiées. Et qu'à l'époque, il nous dit, l'âge pivot, il n'était pas... Parce que les prévisions du corps étaient plus favorables. Peut-être, il n'empêche que c'est un point qui n'est pas justifiable. L'âge pivot n'était pas dans la réforme. La réforme en elle-même, elle était dans son programme, même si elle n'était pas très mise en avant. Donc il est justifié à la faire. Et le procès qui est de dire qu'il est mal élu, je le trouve assez insupportable. Parce que je veux dire, un peu facile. Un peu facile parce que, au contraire, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que fait Emmanuel Macron, le fait de respecter son programme, c'est ce que François Hollande n'avait pas fait. C'est ce que, rappelez-vous, Jacques Chirac, à la fracture sociale à l'époque, n'avait pas fait. Donc c'était un peu ça avait un effet très néfaste sur la démocratie de ne pas respecter le programme. Emmanuel Macron, il le respecte.
Nicolas Framont, c'est du rêve, ce que vous proposez. Oui, alors parlons du rêve. Parlons du rêve, c'est intéressant. Il y a un autre, un autre rêve dont j'aimerais parler, c'est le rêve qui va consister à dire redonnons au capital, les entreprises vont revenir, les riches vont revenir, etc. Et les premières évaluations sur toutes ces politiques favorables, les politiques fiscales favorables aux plus riches, que ce soit la suppression de l'ISF, que ce soit la flat tax au niveau de la fiscalité du capital, ne s'est soldé pour l'instant à aucun grand retour. Il n'y a pas eu de vague de gens qui franchissaient avec hommes et bagages la frontière de la Belgique pour revenir investir chez nous. Tout ça, ce sont des légendes. Même l'ISF, des tas d'études ont montré, les études du Sénat, les études de Solidaire Finances Publiques ont montré comment, en réalité, entre le moment où l'ISF a été mis en place et maintenant, non, il n'y a pas de vague de départ. Les gens partent pour des raisons qui sont parfois personnelles. Ils ne reviennent pas non plus, même quand on leur déroule le tapis rouge, un tapis rouge extrêmement coûteux qu'on aurait bien pu emprunter pour des causes beaucoup plus nobles. Donc, le rêve actuellement, c'est de dire qu'en favorisant le capital absolument, on va faire revenir l'emploi, on va faire revenir l'investissement. Ça c'est le rêve. On a fait une enquête très fouillée en juin, où on a vraiment, je vous la conseille, à Challenge, on a vraiment vu le problème dans toutes ses dimensions. La réponse, c'est qu'on ne peut absolument rien dire de définitif aujourd'hui. Oui, ça va dans les deux sens. Et dire au bout d'un an et demi, la mesure ISF, elle est nulle ou elle est positive, c'est intellectuellement pas défendable. Du coup, vous accorderez que mes mesures ne sont pas du rêve, étant donné que vous-même, vous n'êtes pas capable d'en donner une évaluation apocalyptique. Mais il ne faut pas rêver. En un an et demi, on ne peut pas juger une mesure comme l'ISF et la taxation du capital. C'est-à-dire qu'il faut absolument un temps, au moins 4-5 ans, pour dire si Macron s'est planté ou pas. Mais aujourd'hui, dire des choses définitives, c'est pas honnête. Et avant de poursuivre cette discussion, je voudrais donc qu'on aille en salle des conférences. On va rejoindre Steve Jourdain, qui cette fois est aux côtés de François Patriat, patron des sénateurs La République En Marche. Oui, François Patriat, vous êtes un macroniste de la première heure. Sur quel point l'exécutif doit céder sur cette réforme ? Il est hors de question de céder quoi que ce soit. Il est d'abord sur les principes. Pas de suppression d'âge d'équilibre. Donc, il est question aujourd'hui de poursuivre des négociations, demain en bilatéral, après-demain en multilatéral, pour évoquer les sujets sur lesquels nous pouvons faire des avancées. Il y a déjà eu beaucoup d'avancées dans ce texte, beaucoup, et qui ne sont pas des reculs ou des abandons. Les avancées sociales, pour la retraite minimale, pour le salaire des enseignants, pour les carrières longues. Vous ne céderez sur rien, mais est-ce que cette réforme peut se faire sans la CFDT ? On n'a pas dit qu'on pouvait pas céder. On a dit que nous pouvions encore donner du grain à moudre dans les discussions avec les syndicats. Moi, je considère aujourd'hui que l'âge d'équilibre est l'âge que les Français ont compris. De quoi s'agit-il en fait ? Aujourd'hui, nous travaillons jusqu'à 63 ans et demi en moyenne pour prendre la retraite. Et nous disons aux Français, compte tenu de ce nouveau système, qui sera, quoi qu'on en dise, plus équilibré, plus juste, peut-être même pas plus meilleur pour les Français, pour beaucoup de Français. Mais cet âge d'équilibre, est-ce qu'il n'est pas injuste pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt ? Non, mais en quoi est-il injuste aujourd'hui ? Parce que c'est l'évolution de la société qui le dit. Non, mais ce que vous ne m'avez pas laissé finir, c'est difficile. Je dis simplement, il faut dire aux Français qu'en 2028, 2027, 2028, on travaillera 6 mois de plus qu'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les Français ne peuvent pas l'entendre ? Cet âge d'équilibre, il est la condition de l'équilibre financier des futures retraites. Qui est-ce qui peut aujourd'hui être... Moi, vous me renvoyez à l'âge d'équilibre, et moi, je vous renvoie à l'équilibre nécessaire des retraites, du système des retraites. Est-ce que cette réforme peut se faire sans la CFDT ? Cette réforme ne peut pas se faire contre tout le monde. Elle doit se faire avec l'aval des Français qui, aujourd'hui, majoritairement, pensent qu'il faut que les régimes spéciaux disparaissent et que nous ayons demain un système de retraite sécurisé. C'est ça l'objectif. Les syndicats, aujourd'hui, certains mettent un blocus total avec des conditions inacceptables, d'autres veulent continuer à négocier. Je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de retrait de l'âge d'équilibre. Il s'agit de trouver les modalités de l'âge d'équilibre. C'est autour de cela que peut se faire le compromis avec les syndicats qui sont réformistes. Merci François Patriat d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous Rebecca. Merci Steve. Donc il peut y avoir compromis. Nicolas Framont.
Comme je le dis, il y a une part de mise en scène dans tout ça. La CFDT qui ne prend pas part à la grève, la CFDT qui en prend part en s'offusquant de la confirmation de l'âge pivot, qui était pourtant quelque chose dont on parlait depuis un an. La CFDT qui maintenant va discuter, qui rencontre des députés LREM, etc. On est quoi? On est dans un jeu de rôle? Oui, on est dans un jeu de rôle pour dire, vous voyez, finalement, c'est la démocratie sociale, on va céder sur un truc, sur des paramètres. Mais encore une fois, cette réforme, elle est systémique, vous l'avez très bien dit. Et je pense que l'opposition, elle est face à cette réforme, alors encore une fois, réforme avec énormément de guillemets, puisque ce n'est pas le terme approprié, face à ce projet systémique qui change en profondeur la façon dont notre système de sécurité sociale est géré. Cette histoire de points, revenons là-dessus, le point, la fameuse valeur du point, qui serait gérée par un organisme tripartite, où l'État aurait la main, etc. Oui, mais dont le fait qu'il ne baisse pas soit inscrit dans la loi. Mais il n'y a pas de... J'ai entendu ça. Confiance dans ce qui est inscrit dans la loi. Mais ça, c'est un mensonge. Ce qui est dans la loi se défait. Même la Constitution se défait. Mais oui, alors, non, mais le problème, c'est que la sécurité sociale a été créée à l'origine par les pères fondateurs, avec l'idée que le financement par la cotisation rendait la sécurité sociale autonome de l'État, autonome des décisions arbitraires des gouvernements, autonome du contexte économique et permettait aux gens de se projeter dans l'avenir, permettait aux gens de ne pas être esclaves de la nécessité économique, ne pas être esclaves des marchés boursiers. Et c'est pour ça que ça s'appelle la sécurité sociale. C'est une sécurité pour soi, mais c'est aussi une sécurité collective. À partir du moment où vous défaisez ça, où vous faites un point qui peut varier selon des paramètres qui seront socio-économiques, qui seront, on ne sait même pas, et qui seront gérés par un organisme tripartite, patronat, syndicat, État, ça va donner comme l'assurance chômage qui a eu le même mode de gestion, c'est-à-dire une gestion tripartite où l'État a fini par reprendre la main et baisser l'ensemble des prestations. On s'expose à ça. Donc si vous voulez que la CFDT joue un certain jeu qui va consister à dire que le gouvernement finalement a fait preuve de dialogue, vous voyez, c'est pas si terrible, maintenant rentrez chez vous, braves gens, oui, c'est de la mise en scène. Alors, il faut rappeler que la CFDT, elle a rêvé de cette réforme. Ça fait des années qu'elle la pousse. Et alors justement, c'est pas, elle pousse pas aux inégalités, la CFDT. Elle a quand même regardé le sujet depuis longtemps et elle s'inspire des travaux de sociodémocrates, de gens de gauche, qui ont regardé le sujet et qui proposent cette réforme pour réduire les inégalités. Le procès qui est fait à cette réforme, notamment sur le point peu baissé, il s'inspire notamment de mésaventures et de ce qui s'est passé en Suède, où les sociodémocrates ont aussi voulu mettre en place ce régime, mais ils ont voulu aussi faire beaucoup d'économies. Donc effectivement, on dit cette réforme, regardez, elle n'a pas bien marché en Suède. Mais effectivement, dans le principe, elle est équitable, mais on peut réduire les droits des retraités. Tout dépend de ce qu'on en fait. Est-ce que je ne supporte pas en fait le procès où on veut jeter la réforme parce qu'on dit regardez, ils l'ont mal appliquée. Oui, effectivement, c'est possible, mais c'est aussi possible de faire l'inverse. Et c'est pour ça que la CFDT se bat là-dessus pour essayer de la pousser dans un côté plus social. Comme elle veut cette réforme, elle veut essayer de sortir de cette crise. C'est-à-dire qu'elle et elle va tout faire pour essayer de trouver le compromis, la mise en scène. Je vous rejoins. Il y a un côté mise en scène pour dire personne n'a reculé. Allez, mais les gens bloqués dans les transports, voilà. Ils ont hâte que ça se termine, hein, évidemment. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite d'ALPL, c'est le grand débat dans un instant. Avant cela, petit détour par l'hémicycle avec vous, Quentin Calmet. La lutte contre la haine en ligne en discussion au Sénat aujourd'hui. Un texte qui vient de l'Assemblée, écrit par la députée La République En Marche, Laetitia Avia. Et sa mesure phare, c'est la suppression des contenus illicites en 24 heures par les géants du numérique eux-mêmes. Voilà, c'est cette mesure phare que je vous propose de voir immédiatement. L'obligation pour les plateformes en ligne type Facebook ou Twitter, vous voyez, elle s'affiche, de devoir retirer tout contenu haineux en moins de 24 heures sous peine de sanctions pénales et une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de la plateforme. Cette mesure, elle a été supprimée en commission par les sénateurs. Atteinte à la liberté d'expression et qu'il y a un risque, c'est que ces plateformes comme Facebook ou Twitter, eh bien, elles suppriment des propos qui ne sont pas illicites avec leurs algorithmes qui régulent effectivement la liberté d'expression et c'est déjà d'ailleurs le cas en ce moment même. Et là, ce serait une atteinte à la démocratie. Écoutez Christophe-André Frassa, il est sénateur LR, c'est lui qui est rapporteur de ce texte et il parle de cette ligne de crête entre liberté d'expression et protection des victimes. C'est donc dans un esprit constructif que nous avons abordé l'examen de ce texte au Sénat en tentant de tenir une délicate ligne de crête entre d'une part la protection des victimes de haine et d'autre part la protection de la liberté d'expression telle qu'elle est pratiquée dans notre pays. Les associations de défense des libertés sur Internet
Sénat, à l'image de l'association La Quadrature du Net, qui a été à de nombreuses fois citée dans l'hémicycle. Et depuis 1h30 et le début de l'examen de ce texte, on entend un débat sur la censure, sur la régulation des contenus sur les plateformes, beaucoup d'expressions de la presse et beaucoup de dénonciations de la possibilité pour des machines de limiter cette liberté d'expression. Merci beaucoup Quentin Calmet dans l'hémicycle du grand débat. On va donc revenir sur cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, journée cruciale avant de nouvelles discussions à Matignon demain après-midi. L'un des grands enseignements qu'on en tire ce soir, c'est la détermination affichée des deux côtés, au-delà des chiffres d'ailleurs dont on parlera dans un instant. Les syndicats ne veulent rien céder, Édouard Philippe non plus. On disait cette journée absolument déterminante pour la suite, mais on ne sait pas davantage ce soir comment les choses vont pouvoir se dérouler, comment les protagonistes, eux, vivent-ils les choses. Et on va leur poser la question. Syndicats et responsables politiques seront sur ce plateau dans un instant. D'abord, les images. Cécile Sixou et Romane Brizard. Si partout en France, les appels à revendications diverses. Le regard se tourne vers la CFDT pour sa première journée dans la rue. Toujours vent debout contre l'âge d'équilibre, la centrale de Belleville dénonce une réforme injuste. Le projet qui a été annoncé par le gouvernement porte une ligne rouge énorme, c'est cet âge d'équilibre. Et donc aujourd'hui, il faut que les militants CFDT et que tous ceux qui portent une réforme juste et équitable soient dans la rue pour montrer que nous ne voulons pas de cet âge d'équilibre qui est terriblement injuste. Dans le cortège, CGT et FO en tête espèrent eux donner le coup de grâce à la réforme. Le front syndical exclut toute trêve de Noël et reste inflexible sur les revendications de départ. Il réclame le retrait pur et simple. Le message, il est clair. Le projet de loi tel qu'il est présenté, il est mauvais. Après, il y a des nuances entre nous. Le coup de grâce, c'est au projet de régime unique par points. Parce que nous n'en voulons pas, nous avons très bien compris depuis l'origine, et ce n'est pas faute de l'avoir dit dès le départ. Donc il est temps qu'ils se rendent compte que c'était une mauvaise idée, on la met de côté, je l'ai dit, il appuie sur le bouton stop, et s'il appuie sur le bouton stop, eh bien les trains repartiront. Alors que les syndicats espèrent une mobilisation massive pour peser demain à Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé sa détermination totale à mener à bien la réforme des... Pour le grand débat de la LPL ce soir, Martin Lévrier, bienvenue. Vous êtes sénateur La République En Marche des Yvelines, membre de la commission des affaires sociales. Jean-François Husson, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, vice. Fanny Arave, bienvenue à vous également. Vous êtes économiste, administrateur, membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental. Fabrice Angéi, bienvenue à vous également. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Inutile de dire que vous étiez dans le cortège, et notamment vous aussi, Fanny Arave. Justement, on va revenir sur cette journée de mobilisation. Fabrice Angéi, on a les chiffres définitifs. Selon le ministère de l'Intérieur, 615 000 personnes dans tout le pays, dont 76 000 à Paris. Je vous vois faire la moue parce qu'effectivement, les chiffres de la CGT ne sont pas du tout les mêmes. 1,8 million de personnes dans tout le pays, selon la CGT, dont 350 000 à Paris. Est-ce que pour vous, cette journée de mobilisation est une réussite? Oui, ça sera une réussite encore plus complète si on en prend son projet pour ouvrir d'autres négociations, pour améliorer notre système actuel. Mais les chiffres, soyons un peu raisonnables. Moi, ce que j'ai vu tout au long de la journée, par la presse quotidienne régionale, département, c'est dire qu'il y a beaucoup plus de monde que le 5 décembre. Donc, moi, je veux bien, je n'ai pas fait une querelle de chiffres là, mais nier l'importance de la mobilisation aujourd'hui, où toutes les organisations syndicales avaient appelé à être dans la rue, même avec des nuances, avec des différences, mais où il n'y a que le MEDEF qui est porteur de ce projet gouvernemental, ça explique bien aussi, voilà, on a une visibilité sur ce projet. Je pense que c'est pas raisonnable de jouer à ce petit jeu-là. Il y a une opinion publique qui est largement opposée à ce projet. L'ensemble des organisations syndicales, beaucoup de grèves qui continuent. Je pense qu'il serait sage de ne pas jouer à ce genre de... Donc, au-delà de cette querelle des chiffres, Fanny Arave, parce qu'évidemment, ils ne sont jamais d'accord, ça doit suffire à faire bouger les lignes pour le gouvernement, selon vous, cette mobilisation du jour? Il y a une mobilisation très forte, mais surtout, je pense que c'est intéressant, c'est qu'elle est à différents niveaux. Elle a été forte à Paris et elle a été forte, effectivement, en région. J'ai les mêmes échos, et c'est normal, parce qu'on parle d'une réforme qui touche tout le monde, et puis qui rebondit
avec ceux qui étaient notamment présents dans les manifestations, qui sont les représentants des services publics. Or, la question des services publics en territoire est particulièrement importante. Donc, elle a été aussi forte parce que le public s'est élargi. C'est-à-dire que non seulement on avait ceux de la dernière fois, mais on a vu une extension des paramédicaux, déjà les pompiers, les enseignants qui étaient davantage présents. On avait une organisation qui était d'ailleurs également un peu plus importante. C'est pour ça que je m'étonne un peu des chiffres, parce que on a eu là aussi une organisation. Voilà, donc on a un public qui s'est élargi. Donc ça s'est densifié, dans le fond comme dans la forme. Donc là, on marque, je pense, un point assez fort pour montrer qu'il y a une certaine unité quand même, qui se dégage à travers les différents syndicats, mais à travers différentes catégories de population également. Martin Lévrier. Deux réflexions. Nous n'avons que les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui selon moi ont toujours été fiables, et depuis toujours, si on compare ces chiffres du ministère de l'Intérieur avec les chiffres maintenant que proposent régulièrement des organes dits indépendants, ils sont toujours très très proches de ceux du ministère de l'Intérieur. Et c'est vrai que par rapport au 5 décembre, ce serait moins selon le ministre de l'Intérieur. Oui, mais que ce soit moins... Dans tout le pays, contre 806 000. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je l'ai lu 2 minutes avant d'arriver. Bon, je sais pas, je n'étais pas dans les manifestations. Moi, je constate deux choses. C'est que cette mobilisation est une mobilisation importante. Il ne s'agit pas de la nier. Que cette mobilisation, effectivement, vous l'avez dit, madame, a été élargie puisque d'autres syndicats se sont greffés, d'autres métiers s'y sont greffés. Donc, on aurait pu imaginer qu'elle soit beaucoup plus importante. Je prends donc acte qu'elle n'a pas augmenté, voire qu'elle a diminué, malgré un élargissement de la population. Je constate aussi que le nombre de grévistes déclarés dans la fonction publique a baissé, ce qui n'empêche que c'est un sujet important, que le front syndical n'est pas un front, puisqu'il y a 2 débats par rapport aux syndicats, voilà. Et que face à ce regard de cette manifestation, moi j'entends des Français, parce que je fais beaucoup de débats, je suis tout le temps sur le terrain, et j'en ai encore fait un hier soir où il y avait 50 personnes, des Français qui veulent cette réforme, qui veulent la comprendre et se l'approprier, et qui ne sont pas en désaccord avec. Voilà. François Husson, vous voyez les choses de la même manière pour vous, à la limite, peu importe les chiffres, et si on écoute le ministère de l'Intérieur, en plus ça a baissé, donc... dont acte, mais pas plus. Non, d'abord, je pense que quand les gens sont dans la rue, quand vous avez des mouvements de grève et que ça dure, il faut être attentif. Il faut être d'autant plus attentif qu'on a connu un épisode inédit sous la Ve République il y a 1 an. Et que je pense que les plaies sont loin d'être refermées. Et qu'aujourd'hui, si vous faites l'addition de celles et ceux qui vont manifester, de celles et ceux qui sont en grève, et de celles et ceux qui ne disent plus rien, mais qui n'en pensent pas moins, et qui se réfugient dans des votes protestataires ou dans l'abstention lors des élections, il y a, je pense, urgence pour le bon niveau de débat démocratique. Et pourquoi je le dis peut-être avec plus de vigueur et de gravité aujourd'hui, c'est parce que quand on touche à la retraite des Français, on touche à tous les Français. Et que passer de 42 à peut-être 85 régimes demain, c'est pas simplifié. Celle-là, on ne l'avait jamais faite encore. Bah oui, parce que vous allez avoir... sauf que c'est la réalité. C'est exactement... Vous allez faire 2 fois 42, plus un régime spécifique pour ceux qui sont nés en 2004, qui démarre maintenant. Voilà, c'est tout, je le dis posément. C'est pas de la simplification. Vous parlez du régime de transition. Et je vais même vous donner un exemple. De la transition, que je comprenne bien. Le Premier ministre Édouard Philippe est venu flanquer de M. Blanquer. 48 heures après avoir fait ses annonces à Nancy. Il a eu de la peine à réunir une centaine d'enseignants pour un dialogue. Il est resté 1 heure. Je pense que c'était un mauvais choix. Ça ne s'est pas très bien passé et il faut donc, sur la retraite qui concerne tous les Français, il faut changer la méthode. Je vous laisse répondre, Martin Lévrier. Oui, en quelques mots, on ne peut pas dire ce que vous venez de dire, vous m'excusez. Notre objectif, c'est de partir d'un système que vous connaissez bien, qui a été réformé depuis 50 ans sans arrêt et qui n'a plus de sens aujourd'hui. C'est un système qui fonctionne par silo de métiers, alors que les gens aujourd'hui, la génération qui arrive sur le monde du travail et qui y est déjà depuis 10 ans au moins, je ne vous ai pas coupé, Non, mais tout n'est pas acheté. Et qui fonctionne en silo de métiers, alors que les gens vont changer 4, 5, 6 fois de métier. Excusez-moi, je le vis, parce que moi j'ai changé de métier. Impossible de connaître sa retraite, impossible aujourd'hui. Donc le système d'aujourd'hui était hyper complexe. En plus, créer des jalousies de personne à personne, parce que personne ne comprenait la retraite de l'autre et donc avait tendance à le jalouser. Donc nous, on propose un système beaucoup plus simple, très lisible. Donc on ne me dise pas 42 systèmes. Et quand vous parlez des enseignants, excusez-moi, c'est un monde que je connais très bien là aussi. Et ce que nous disons, et on le dit depuis 1 an et demi, c'est que la retraite est la conséquence du problème, la cause du problème. Pour eux,
c'est leur rémunération ou leur carrière. Ça n'est absolument pas la retraite. Oui, mais ça fait 30 ans qu'on aurait dû prendre ce problème à bras-le-corps. Le gouvernement n'a jamais fait le point d'indice quand même. Non mais voilà, moi on est d'accord. On est d'accord, mais vous le faites pas. Vous ne l'avez pas fait. Et on va changer les choses. Vous ne l'avez pas fait, vous pouviez le faire. C'est comme les 15 € du SMIC de Madame Pénicaud ce matin. C'est là aussi comme augmentation, ça se pose là, puisque c'est grosso modo l'inflation, et donc il n'y aura pas d'augmentation des salaires, alors que ça pouvait financer les cotisations, et donc le supposé déficit, on va revenir, de la sécurité sociale et des retraites. Mais sur cette question-là, la simplification et l'universalité, bonjour. Je vois qu'aujourd'hui, certaines catégories conservent un régime spécifique. Vous ne changez pas pour les policiers. Ce soir, vous vous dites que ce régime change pour les policiers. Vous essayez d'inverser... Ce soir, ce régime, ça change pour les policiers. Je vous dis clairement, si vous me laissez une seconde, pas couper. Il rentre dans le régime unique avec la part solidarité pour lui. Oui, voilà. C'est tout. Bien. On ne l'a jamais caché. On l'a jamais caché. Oui, il est dans la liste de solidarité. Mais c'est pas ça le sujet. Donc on parle de simplification. Moi, qu'on m'explique quelle sera la valeur du point. Qu'on me dise, c'est quoi une carrière entière? C'est quoi une carrière entière? On ne sait pas. On ne sait pas. Vous êtes incapable de le dire, ce qu'est une carrière entière. Combien d'années faudra-t-il travailler? Mais il ne s'agit plus d'années, vous le savez, il y a un âge. C'est quoi une carrière entière, puisqu'il y a un âge pivot avec une décote? Il y a un âge de droit. Il y a un âge de droit à départ à la retraite. C'est quoi un âge carrière? Il y a un âge pivot qui est un âge de sujet, excusez-moi, et voilà. Mais les 1000 € sont bien. Mais c'est quoi? C'est pour une carrière pleine. C'est la parole à Fanny Ara. Effectivement, la question s'est posée parce que les fameux 1000 € sont bien pour une carrière pleine, absolument. Sont bien conditionnés à une carrière pleine au SMIC. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question, c'est quoi une carrière pleine au SMIC? Mais bon, ce que je dois dire d'une manière plus générale, c'est que cette réforme des retraites est présentée pour améliorer l'équité entre personnes. Alors déjà, on parle de la retraite, mais vous avez raison. Ça, en fait, cette réforme met la loupe et met en exergue toutes les autres inégalités, parce que du coup, les inégalités qui préexistaient auparavant, qui pouvaient être gommées par les 25 meilleures années, les 6 derniers mois, etc., là ne le sont plus. Donc ça accentue certaines formes d'inégalité. On le voit sur les enseignants, mais on le voit sur la fonction publique territoriale. On le voit également, mais pour les cheminots, qui ont déjà eu 3 réformes des retraites, 2008, 2010, 2014, qui aujourd'hui sont alignées sur les 43 annuités pour les personnes qui sont nées dans 1980. Donc on retrouve le même système. Pour lequel, l'an dernier, on a eu nouveau pacte ferroviaire, c'est pas vieux quand même, l'an dernier, dans lequel il était inscrit dans la loi qu'à partir du 1er janvier, il n'y avait plus d'embauche au statut. Donc, effectivement, nous avons une distinction et que les personnes qui étaient en place gardaient leur statut et que les personnes qui étaient transférées aux entreprises privées perdaient. Non, mais c'est important. C'est le problème, c'est très important, c'est qu'il y a une parole donnée qui n'a pas été respectée. Non, puisque la parole donnée pour les gens qui sont y compris quand elle était inscrite dans la loi. Donc, ça pose quelques problèmes. Et que cette réforme accentue les inégalités de salaire pour les personnes qui ont commencé plus bas et pour les personnes qui ont une rémunération plus basse que dans le privé à qualification égale. Martin Lévrier, et on va en salle des conférences. Je vous donne un exemple tout simple. Une personne qui travaille de façon précaire, un jeune, par exemple, mon cas, quand vous payez vos études pour travailler, vous faites moins de 150 heures par trimestre parce que vous faites vos études, donc vous n'avez pas le temps, vous cotisez et vous avez droit à 0 € de retraite. 0, et c'est compté pour rien. Avec notre nouveau système. Excusez-moi, je parle de solidarité. Là, on est bien dans la solidarité pour des jeunes, par exemple, ou des apprentis. Des jeunes qui, aujourd'hui, travaillent et n'ont droit à rien, même pas des trimestres. Nous, au moins, ils auront touché tant d'euros, donc ils auront tant de points pour leur retraite. De répondre, Fabrice Angéli. J'essaie de faire donner les choses simples. Je voudrais qu'on rejoigne d'abord Steve Jourdain en salle des conférences, puisque Steve est avec le sénateur Martial Bourquin, qui était lui aussi dans les cortèges cet après-midi. Oui, Martial Bourquin, beaucoup de monde aujourd'hui dans la rue. C'est la clé, selon vous, pour obtenir des concessions du gouvernement? D'abord, il faut savoir que manifester, faire grève, c'est pas un plaisir. On est à l'approche de Noël, des personnes perdent de l'argent, et c'est très difficile pour des salariés de faire grève et de manifester. Personne ne le fait par plaisir. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'après la semaine dernière, on était au même niveau que le 5 décembre. C'est-à-dire, la majorité des Français est contre qui vise à faire travailler plus longtemps en ayant des pensions plus basses. Et tout le monde a perçu, personne n'est dupe dans cette affaire. La volonté, c'est d'équilibrer les retraites pour le gouvernement, de faire une réforme essentiellement financière, sans aborder des questions de fond comme la pénibilité, comme le fait d'avoir 80% du SMIC comme retraite,
Et là, on voit un gouvernement qui multiplie les annonces, mais des annonces qui ne sont pas justifiées du tout. Alors, vous avez été ouvrier, syndicaliste, je crois, à la CGT. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui aux manifestants? Il faut continuer jusqu'au retrait de la réforme? Moi, je crois qu'il faut surtout s'adresser aux manifestants, mais à ceux qui sont d'accord avec les manifestants, qui ne manifestent pas. Cette réforme a un but purement financier. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Il y a le fonds Jospin, qui représente à peu près 32 milliards d'euros. Les fonds Argic, qui sont des fonds de retraite complémentaire, représentent environ 117 milliards. Arco. Donc il ne faut rien changer selon vous ? Attendez, ça se monte à 150 millions. Mais le plus important, c'est qu'il va y avoir, je crois en 2024, il va y avoir une chose tout à fait nouvelle qui n'a jamais existé pour aucun gouvernement. Le remboursement de la dette sociale, la CADES, va s'arrêter parce que la dette sociale est complètement remboursée. Et ces 20 milliards par an pourront servir au financement des retraites. Et dernière chose, il faut savoir que 2025, c'est le nombre où il y aura le moment où il y aura le plus de retraités qui partiront à la retraite. Ensuite, ça baisse. Les retraites vont s'équilibrer. Donc, corrigeons les défauts du système actuel. Faisons attention, le système à points existe dans plusieurs pays d'Europe. À chaque fois, ce sont des baisses de retraite et surtout la pauvreté des retraités qui est à l'ordre du jour, malheureusement. Merci Martial Bourquin d'avoir répondu à mes questions. Steve, et Martial Bourquin parlait du soutien des Français, c'est confirmé, ce soutien dans le tout dernier sondage baromètre Harris Interactive. 62% des Français interrogés, Jean-François Husson, disent soutenir le mouvement social. La semaine dernière, ils étaient 59%, mais attention, ils sont 69% à souhaiter aussi une trêve à Noël. Finalement, ce sondage croise le propos que j'ai tenu en introduction. Je pense que la situation est complexe et que le gouvernement a fait manifestement une erreur de méthode. Quand vous consultez pendant plus de 2 ans, que vous ne remettez pas une copie, que commencent à circuler des chiffres, etc., concernant telle ou telle profession, vous créez un sentiment de crainte, etc. Est-ce que vous croyez, en tous les cas moi je suis sûr d'une chose, il y a longtemps que les Français ont décroché vis-à-vis des politiques, y compris nous, bien sûr, mais ça touche également, malheureusement, les syndicats et ceux qui s'engagent. Donc il faut redonner du crédit. Pour redonner du crédit, il faut avoir une parole stable et claire. Et honnêtement, l'événement avec la démission du haut-commissaire devenu ministre, enfin secrétaire d'État, qui se met hors jeu de lui-même, ça en rajoute une couche dont on n'a vraiment pas besoin. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur les syndicats, peut-être eux aussi un peu décrédibilisés auprès de l'opinion. Et là, je vais me tourner vers vous, Fabrice Angéi. C'est donc l'ensemble des syndicats qui appelaient à se mobiliser aujourd'hui. Même cortège, mêmes appels à la grève, mais des mots d'ordre différents, disons-le, et du coup des positions aussi différentes dans les manifs parisiennes. En tout cas, on va le voir en images. Bien sûr, pas du tout de photos de famille. La CGT, Force ouvrière, la CFE-CGC, Solidaire et la FSU qui ont marché en tête du cortège pour réclamer le retrait pur et simple du projet. Et en deuxième partie de cortège, derrière leur propre banderole, la CFDT, la CFTC et l'UNSA qui ont défilé pour améliorer le contenu du projet et faire retirer l'âge pivot, mais pas du tout pour le retrait pur et simple. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas non plus d'accord, Fanny Arave et Fabrice Angéi. On est d'accord sur le fait que ce projet de réforme de retraite par points ne convient pas. Ça, c'est au moins une base d'accord. L'image auprès des Français. L'image auprès des Français. Pas la CFDT. Pas la CFDT, pas la CFTC. Je vois qu'ils étaient aujourd'hui dans la rue et qu'ils appelaient à la grève. Donc, sur les points. Je parle de la réforme qui est présentée de régime de retraite par points. Voilà. Après, chacun donc assume ses positions. Mais moi, je veux revenir. 62% des Français, aujourd'hui, soutiennent la mobilisation. C'est 3 points de plus. Vous avez entendu, 69% veulent une trêve à Noël. C'est pas ce que demande la CGT. Ça dépend. Alors, la CGT ne demande pas... 69% vous le prenez, mais pas 69%. Attendez, ça fait plaisir à personne d'être en grève. Je suis moi-même également un usager et un gréviste aussi. Donc c'est quelque part un petit peu une double contrainte financière et puis dans les déplacements. Mais il y avait, moi j'ai vu aujourd'hui, par exemple, il y avait le Louvre qui était fermé, le château de Versailles qui était fermé. Il y avait y compris le Cirque du Soleil, excusez-moi de citer, mais qui était en manifestation en soutien
soutien, donc c'était très diversifié, comme ça a été dit. Mais la question, elle est aujourd'hui, parce que là aussi, il ne faut pas caricaturer. On dit le système qu'on a aujourd'hui, il a été attaqué, il a été mis à mal, il faut l'améliorer. D'accord, moi je voudrais juste qu'on aborde quelques minutes les dissensions au sein des syndicats. Et vous avez répondu, je voudrais entendre Fanny Arabe aussi, s'il vous plaît. Alors, concernant l'UNSA, nous ne sommes pas demandeurs de cette réforme, peut-être à différence d'autres. On nous a présenté un pré-projet en disant que ça peut améliorer certaines situations de polypensionnés, de femmes, etc. Ça peut améliorer les choses, regardons. Or, effectivement, on a eu 2 ans de rencontres, mais qui ont du mal à aboutir, pour finalement sortir un peu du chapeau une structure. Bon, il y a le projet quand même de le voir, donc le rapport, et pour sortir finalement, effectivement, la semaine dernière, un certain nombre de données, dont certains issus du rapport Delvoye, et puis d'autres qui ne l'étaient pas du tout, que tout le monde a pris le matin même. Donc, c'est vrai que ça achoppe un petit peu sur la notion de négociation. Normalement, on travaille ensemble, on fait des scénarios, on voit comment ça marche pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Demain, il y a des réunions bilatérales et après-demain des réunions multilatérales. Qu'est-ce qu'on a perdu comme temps ? Édouard Philippe va vous prendre tous à part. Qu'est-ce qu'on a perdu comme temps ? La date du 5 décembre posée par les RATP a été posée 2 mois avant. 2 mois avant pour justement dire, bon, là, si vraiment rien ne se passe, il y a un mouvement, rencontrons-nous et travaillons pour de vrai. On a enfilé des réunions, mais il n'y a pas eu véritablement un vrai travail avec des scénarios, des propositions, tests. Enfin, la modélisation économique, c'est pas nouveau quand même dans l'histoire. Donc, il y a des choses qui se font. Aucune responsabilité des syndicats. Donc, ça n'a pas été pris, effectivement... pas pris au sérieux le travail qui avait été fait. Il y a des gens compétents en face. Donc c'est quand même quelque chose d'assez désolant. Et quand on voit effectivement, nous ce que demande de l'UNSA, effectivement, il y a le problématique de l'âge pivot qui est très pénalisant, notamment pour les carrières longues. Il n'y a que 2 ans. C'est quand même absolument pas suffisant. La pénibilité n'est pas du tout prise en compte. Alors quand on sait les différences d'espérance de vie en bonne santé, d'accord, là vous revenez sur le fond pas aussi, mais moi là j'étais vraiment sur les syndicats. C'est bien une question de fond. Et il n'y a pas de problème. Et là c'était vraiment un petit chapitre sur les syndicats et les dissensions au sein même des syndicats. Martin Lévry. Revenir sur la durée de cette négociation qui s'est faite en 2 étapes et on est tous d'accord. De la concertation. Et de la concertation. C'était pas une négociation. De la concertation et de la négociation. Moi, j'étais pas dedans. Donc 2 ans quasiment menés par Jean-Paul Delevoye avec l'ensemble des syndicats, avec d'autres partenaires et un rapport clairement dit, on le remet en discussion directement, parce que le rapport existe, on a un papier avec les syndicats et aussi, excusez-moi, par le biais de plateformes publiques et de discussions au travers de grands débats, enfin de débats, on va prendre les grands débats ou débats. Cet ensemble de choses permettent au Premier ministre de faire des propositions. Après, c'était clairement annoncé. On ne peut pas nous reprocher dans le même temps de ne pas négocier, de ne pas écouter ce que dit la population et de ne pas aller trop vite. Après le 5 décembre initialement. Il avait annoncé après le 5 décembre. Il l'a fait avant parce que je pense qu'il a senti que... Il l'a fait quand c'était prêt. Je veux dire que ce soit on a toujours dit que les délais, si vous voulez, pour faire la loi, ceux-là on les tient. Donc il faut bien annoncer à un moment et on est dans les eaux. D'un autre côté, annoncer une grève avant de connaître ce qui va se passer, là aussi, vous voyez, on peut renvoyer ce genre de choses. C'est intéressant. Je veux dire que je réponds à votre argument par un autre argument qui n'est pas très intéressant. Voilà, je trouve que voilà, c'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que la retraite à points est un sujet intéressant ou pas. Des syndicats le disent et sont demandeurs. La CFDT est même pionnière dans le domaine, la CFTC aussi. Vous, un peu moins, vous le regardez, vous êtes totalement contre. Ce système à points, dans un système 100% de répartition, rejoint un système français qui existe depuis longtemps, qui touche 70% des actifs, qui est le régime Agirc-Arrco, et qui fonctionne très bien. Et en plus, il est géré par les partenaires sociaux. Donc, dire que ça, c'est un système dangereux, etc., on sait ce qu'on fait quand même. Ça n'est pas le socialisme, ça n'est pas... des risques, évidemment, qui présentent quand même des risques. Mais tout système présente en soi des risques. D'accord, mais moi, je veux dire, depuis toujours, y compris en 2013-2014, j'ai exprimé une réserve au moins sur le système à points, et une réserve principale, pour ne pas dire majeure. On n'a pas de garantie sur la valeur du point. On la propose. Non. On va se dire les choses tranquillement. Oui. Le fait de dire, on inscrit dans la loi. Mais ce qu'une loi fait, la loi peut être changée dans l'absolu. La démonstration est faite. Si demain on a une crise comme en Grèce ou comme dans d'autres pays, c'est aligné sur les salaires. Attendez, excusez-moi, on vote plus de loi alors si on peut c'est ça. C'est la différence d'une loi organique et une loi qui passe au PLF. Le parlementaire, c'est intéressant. C'est-à-dire, si vous me permettez une petite réflexion, on n'inscrit pas dans la loi. Mais je vais vous dire, je pense qu'il faut d'abord laisser aux partenaires. En France, il y a un pacte social. Vous avez les partenaires sociaux. On continue sur cette logique, mais il ne faut pas faire croire qu'il y a une garantie, quelque part, indestructible. C'est la seule chose que je dis, mon cher collègue. Quel serait l'autre Non, je dis simplement qu'il ne faut pas mentir.
Mon cher collègue, si vous permettez la conversion, une simple réflexion réflexion. Aujourd'hui, les 25 meilleures années, je ne parle pas des 6 derniers mois, les 25 meilleures années, elles sont réindexées et recalculées. Au même titre que le point le sera. Mais ça, personne n'en parle. Donc le système d'aujourd'hui n'est pas mieux. Parce que vos 25 meilleures années, ce n'est pas le salaire net non réindexé qui est calculé. C'est bien un calcul qui est fait pour connaître une valeur. Je n'ai pas dit qu'il y avait de système parfait. Non, mais c'est pour vous dire que le point... ne faut pas donner de faux espoirs. Aujourd'hui, dans la loi et on met un terme. Et tous les pays qui ont expérimenté le régime de retraite par points, dans tous les pays, on a augmenté le taux de pauvreté de retraités. Oui, même en étant positionnés, dans tous ces pays-là, attendez, pas tous en même temps. Dans tous les pays où ça a été expérimenté, où ça a été mis en œuvre, ça a entraîné donc une baisse des pensions. Ça a pénalisé davantage les femmes parce que la retraite par points, vous l'avez dit, c'est vous touchez tant, vous aurez tant de points. Donc les petits boulots, c'est pas un plus, c'est une retraite minimale qu'ils auront. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez les 25 ans et on parlait des 15, et nous on propose par exemple la prise en compte des années d'études. Un dernier point que je voudrais aborder avec vous, dans les cortèges, outre les syndicats, il y avait aussi des responsables politiques, on l'a vu, des parlementaires avec Martial Bourquin, des leaders de partis également, Jean-Luc Mélenchon bien sûr, leader de la France Insoumise, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Besancenot, un des leaders du NPA, Yann Brossat pour le Parti communiste français, Martine Aubry à Lille et d'autres. Je voudrais qu'on écoute juste quelques-uns d'entre eux. Il y a beaucoup de gens de gauche. C'est un mélange, à mon avis, de méconnaissance de la réalité, ce que vivent les retraités aujourd'hui, et peut-être aussi un problème j'allais dire, de compétence. Parce que là, ça atteint des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginés. S'ils retirent le projet, ça serait un signe de volonté de retour à une forme de normalité dans les rapports entre l'exécutif et le peuple français. Fanny Arav, est-ce qu'il vous arrive de craindre une petite récupération politique de votre mouvement ? Écoutez, la question de la récupération politique, elle est assez ancienne. Je pense qu'on est quand même assez grand et assez solide pour savoir à peu près louvoyer et savoir être ferme sur ce que l'on est. On est là pour défendre des salariés, pour défendre des convictions, une certaine façon de vivre ensemble, et des solidarités, une solidarité intergénérationnelle comme solidarité entre métiers et entre personnes. Voilà, on a quand même une ligne assez claire, on a une charte, on sait se construire, le temps a été là et on sait se construire effectivement. Alors oui, il y a des partis qui récupèrent, vous avez présenté ça, il y a eu d'autres partis d'un tout autre bord, voire extrême, l'autre bord, qui également nous présente parfois des discours extrêmement sociaux en votant le contraire au Parlement européen, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc nous sommes dans un chemin, nous regardons de manière très rationnelle, économiquement rationnelle, ce qui est dans l'intérêt, pas l'intérêt, qui ça privilégie, qui ça privilégie pas, quels moyens, il y a des compensations, pas des compensations, est-ce que c'est juste ou pas ? Nous posons la question ainsi, les choses sont beaucoup plus claires. Il nous reste 2 minutes, Fabrice. Oui, le rôle des partis, c'est bien de regarder ce qui se passe et de faire des propositions. Voilà, donc chacun son rôle. Donc on n'est pas en termes de récupération ou pas. Donc de tout temps, les partis ont soutenu ou pas des mouvements sociaux et leur rôle, c'est de traduire après des revendications ou des projets, les porter sur des propositions. Moi, ce que je veux dire pour conclure très rapidement, c'est qu'on est prêt à la discussion. Il va y avoir des discussions qui s'ouvrent. On dit, mettons de côté ce projet de loi et on est tous d'accord il faut un système plus juste, il faut un système plus égalitaire. Nous, on dit, à partir du système existant, on peut l'améliorer pour répondre à cet objectif. Si on partage la finalité, faites-le. Jean-François Husson, quand je listais les leaders qui étaient présents dans les mouvements, vous avez dit beaucoup de gens de gauche quand même. Il y avait exclusivement des gens de gauche, mais bon, après c'est un peu une culture à gauche. Enfin, je veux dire, moi j'y vois pas ni un changement, ni un compliment. Je continue, moi, à appeler les Français, finalement, peut-être le gouvernement, et notamment le président de la République, qui se tient pour l'instant éloigné. C'est pas habituel. Il devrait bientôt ressortir pour nous faire soit un grand débat, soit une parole officielle. On va laisser quand même le temps à Martin Lévry de répondre. À mon avis, ça va être au 1er janvier. Il faut aujourd'hui que les Français se sentent impliqués et unis autour d'un projet qui retravaille le pacte social et générationnel. Pour conclure, il y a une occasion unique. Maintenant, le gouvernement est au pied du mur. Vous dites à peu près la même chose que ce que je vais dire. Nous sommes en train de construire un nouveau système vous allez dire la même chose que de solidarité. Non, pas du tout, parce que vous ne l'avez jamais fait et vous avez fait que des réformes paramétriques. Nous, on refonde complètement le système en repartant de sa philosophie d'origine dans une logique de solidarité complète. Et ça, c'est formidable et nous y arriverons. Et la plupart des syndicats nous rejoindront, j'en suis convaincu. Et on s'arrêtera sur ces paroles. Merci à tous les 4 d'avoir participé au grand débat. Demain, comme tous les jours, vous avez rendez-vous à 7h30 avec Oriane Mancini pour
Bonjour chez vous. L'invité politique sera Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Très très bonne soirée sur Public Sénat.